acheté ce que j'ai pour les loyers, et à 7 jours que ça sera d'y aller, j'ai dit que j'irai un jour voir les loyers. Je me suis avancé devant toi. Non, non, mais tu me le rappelleras. Essayez d'être entendu. Monsieur le Président du Conseil départemental, je vais vous laisser la parole pour nous accueillir quand même, puisque vous mettez très gentiment cette salle à notre disposition. Merci Madame la Sénatrice. Madame la députée européenne, ma chère Nathalie, Madame la Sénatrice, chère Dominique, Madame la Présidente des maires ruraux, chère Dominique, c'est une histoire de Dominique ce soir. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, et j'ai oublié Madame la vice-présidente du conseil régional, je suis désolé, mais finalement vous allez me rendre service parce qu'effectivement, je voudrais dire tout d'abord à Nathalie l'honneur qu'elle nous fait, parce que, et j'y reviens aux députés régionaux, et parfois on a du mal à connaître nos députés régionaux, nos conseillers régionaux, hein, c'est vrai. Je suis sûr, si j'interrogeais ici certains élus dans cette salle, eh bien, ils ne connaissent pas tous leurs conseillers régionaux. Alors, lorsqu'une députée, qui plus est européenne, vient nous rendre visite, eh bien, c'est quand même un événement. Voilà. Et Nathalie, je voudrais absolument te remercier, parce que je sais que tu es en plus, tu représentes le Grand Est de la France, hein, c'est-à-dire qu'on sort du cadre des régions. Donc, avoir la chance ici à Auxerre de recevoir une grande députée européenne, eh bien, je pense que chacune et chacun ici d'entre vous mesurez l'honneur qui nous est fait. Je tiens vraiment à te remercier, et j'en profite pour saluer également l'initiative alors je dis deux Dominique, mais elles se reconnaissent toutes les deux, hein, puisqu'on a Dominique sénatrice aujourd'hui, et qui a laissé son bâton de présidente des maires ruraux à une autre Dominique. Vous voyez, c'est l'histoire de Dominique en fait. Voilà, et donc, alors nous sommes un vendredi soir, nous sommes un vendredi de grand pont, hein, vous l'aviez aussi tous remarqué. Donc, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a une concentration ici d'élus, vous voyez, les meilleurs sont là, j'ai envie de dire. Nathalie, les meilleurs sont là. Voilà. Non, trêve de plaisanterie, ta visite nous fait l'honneur, bien sûr, mais également, elle est très attendue parce qu'aujourd'hui, bien, on le sait, hein, on représente tous, on est tous à la tête de collectivités, grandes ou petites, et on cherche des fonds, on cherche de l'argent pour réaliser des projets. Voilà, on a des projets, alors vous, chacun dans vos communes, bien sûr, moi au niveau du département, on a de nombreux projets structurants, qui sont quand même importants aussi pour la vie de nos concitoyens, et on se pose souvent des questions. Voilà, il y a des fonds à l'Europe, et à quoi on a droit, comment peut-on faire pour aller les chercher, etc. Hein, je sais qu'il y a une politique qui est mise en place au niveau de l'Europe, Europe 2020, je crois, hein, sur des thèmes d'ailleurs bien précis, hein, sur naturellement l'emploi, l'économie, la gestion des espaces naturels, l'écologie, la transition énergétique. Puis je ne vais pas tous les citer, bien sûr, tu es là pour nous préciser. En tout cas, voilà, donc nous sommes ravis de t'accueillir, j'en dirai pas plus, on va rattraper le petit retard, voilà, et puis ensuite, il y aura naturellement des questions. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire en votre nom pour accueillir notre députée européenne, Nathalie Griesler. Très brièvement, puisque Patrick a tout dit, quels sont les questionnements, effectivement, surtout en ce qui concerne le monde rural, les communes rurales. On a souvent l'impression que les fonds européens, c'est pas pour nous qui sont très loin. Et bien voilà, on a besoin de méthodes, on a besoin d'accompagnement aussi dans nos projets de territoire, parce que nous sommes tous capables de faire de très beaux projets de territoire, même si nous sommes dans des communes rurales. On l'a prouvé maintes fois, et on a besoin d'accompagnement, pas que financier. Les finances c'est une chose, mais il y a aussi l'accompagnement pour faire perdurer ces projets-là. Voilà, donc merci Patrick pour cet accueil, et merci à vous. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Il est vrai que j'avais été choquée quand les élus qui étaient allés à Bruxelles il y a quelques mois
était revenu en disant on a rencontré les services de l'Europe qui ont dit que la région Bourgogne, on était des mauvais élèves parce qu'on ne savait pas faire appel aux fonds européens. Et issu d'un territoire qui s'est organisé de longue date, et je salue la présence d'Alain Douin pour justement savoir bénéficier de ces fonds européens, et de ces fonds régionaux aussi, mais notamment de ces fonds européens, puisqu'on en est au 4e contrat leader. Donc c'était quelque chose qui normalement aurait dû être naturel, et je me suis rendu compte que ça n'était pas naturel partout, et que ça pouvait être vraiment bien d'expliquer à tous les élus comment essayer d'aller et de s'inscrire dans ces financements, puisque nous, nos petites communes, en Puise-et-Forterre, très clairement, on a su avoir beaucoup d'aides européennes pour faire un certain nombre de projets publics, et ça nous a toujours bien aidés. Et comme Nathalie, tu passais dans Lyon, puisque Nathalie fait partie des 2 députés, puisqu'on le disait tout à l'heure, il y a 2 députés européens qui sont fortement présents sur le territoire, et notamment dans Lyon. Alors Nathalie, je sais qu'il n'est pas dans le même groupe que toi, mais Arnaud Dangean est très présent dans Lyon. Il sera là d'ailleurs le 5 mai. À Fontenoy, mais c'est bien, c'est la pluralité aussi, donc une centriste à côté de... C'est bien de voir que l'Europe, il y a aussi une pluralité de points de vue et de partis. Mais voilà, revenons-en au Fonds européen, c'est important que vous soyez là, c'est dommage que vous ne soyez pas plus nombreux, mais on fera circuler un compte-rendu de ce qui peut se dire. Et donc maintenant, je vais... Alors, dans un premier temps, c'est effectivement Nathalie qui va nous parler d'Europe. Nisrine, ensuite, parlera justement de la région, de l'organisation. Il y aura une présentation également par les services de la région, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'être très pratique et que vous ressortiez avec comment je vais chercher mes fonds européens demain, dès demain. Et puis bien sûr après des questions-réponses, et puis comme nous sommes en Bourgogne, nous terminerons par un pot bien entendu. Merci. Oui, mais on t'autorise à parler Il assis. faut que je m'asseye. C'est Comme vous voulez. Tout d'abord, un grand merci à Patrick de nous accueillir dans ce magnifique hémicycle. J'étais déjà souvent venue dans des instances publiques, mais je n'étais pas encore venue dans cet endroit, et vraiment merci de nous y accueillir. Monsieur le député, mesdames et messieurs les très nombreux élus, à la fois donc les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les départementaux, les maires, et puis Madame la sénatrice, Madame la présidente de l'association des maires ruraux de Lyon, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous dire que pour moi c'est un plaisir de vous retrouver, même si on va essayer d'échanger sur un sujet qui est assez technique, mais qui, comme tout le monde le disait à l'instant, est très important pour les territoires, et qui constitue un peu l'expression de l'Europe sur les territoires, et qui est donc qu'il est très important de connaître pour pouvoir utiliser cette manne européenne sur le département de Lyon en particulier. Merci de me convier. Moi, je viens effectivement assez souvent, j'essaie d'être présente dans les 18 départements que constitue la circonscription sur laquelle, avec Arnaud Dangean, nous sommes élus. Moi, je n'ai absolument pas d'exclusive. On travaille très bien, Arnaud Dangean et moi, notamment ces derniers mois, parce que j'ai été élu président de la commission de lutte contre le terrorisme, et Arnaud est l'un des coordinateurs dans cette commission qui travaille d'arrache-pied pour essayer d'apporter des réponses, je mets au pluriel, des réponses plurielles pour lutter contre la menace terroriste, pour y lutter ensemble. Parce que cette menace, comme vous le savez tous, elle est globale, elle est diffuse, elle est polymorphe, et évidemment, elle ne connaît pas de frontières. Et donc, il y a une attente des Européens. Souvent d'ailleurs, je peux le dire, puisqu'on est entre nous, entre élus, moi j'ai longtemps été ce qu'on appelait conseiller général. J'ai jamais été conseiller départemental, mais pendant 28 ans, je crois que j'ai été conseiller général et élu local aussi dans ma ville. Oui, mais j'ai l'impression que c'est tout à fait une autre ambiance, d'après ce que me disent les copains. C'est très différent des anciennes structures.
Donc je ne sais pas si je ne vais pas me représenter pour recommencer. donc j'ai... maintenant j'ai perdu le fil. Oui, mais je sais pas ce que je voulais dire. Le terrorisme, oui. Et que donc on est confronté à une menace à laquelle il faut apporter des réponses qui sont à la fois multiples et qui sont au minimum européennes. Ainsi, c'est plutôt d'ailleurs le domaine dont je m'occupe, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Je suis coordinatrice dans la commission de la justice, des libertés et des affaires intérieures. Je suis rapporteur sur des dossiers qui sont éloignés de votre préoccupation de ce soir, mais qui, comme élu, vous concernent. Mais j'ai retrouvé mon idée là, voilà, je vais la dire. Qui vous concerne, c'est-à-dire la confiscation et le gel des biens du crime, par exemple. Comme élu, vous êtes concerné par la situation de nos sociétés. Et donc ces dispositifs sont plutôt des dispositifs qui relèvent du droit pénal et de l'organisation, là aussi, des réponses minimales au plan européen à apporter, par exemple en termes de reconnaissance mutuelle des décisions juridictionnelles entre les États pour qu'on soit efficace ensemble. Et l'idée que j'ai oubliée à l'instant, c'était de ne pas perdre de vue que même en France, depuis maintenant décembre 2017, la priorité de nos concitoyens, c'est la sécurité. Même en France, je dis même en France parce que la facture générale du budget va être rediscutée, ce qui est tout à fait démocratique, mais va être rediscutée dans un contexte où il va manquer quelques milliards pour réussir à répondre à tous les défis qui se posent aux Européens globalement. Donc cette rencontre aujourd'hui, elle vient à point nommé. Je n'aurai pas toutes les réponses parce que il y a un document qui va sortir le 2 mai, vous êtes au courant, le 2 mai, pour proposer l'épure du budget de l'Union européenne à partir de 2020. Alors, comme disait à l'instant Patrick Gendreau, et avec Dominique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire demain avec les fonds structurels? Donc c'était une forme de boutade, parce que pour savoir ce qu'on peut faire, évidemment il faut connaître bien les outils, et ça, il y a une bonne marge de manœuvre pour les simplifier. Ça c'est sûr qu'ils sont hyper complexes, compliqués et pas faciles à manier, mais encore faut-il savoir ce qu'il va y avoir dans l'enveloppe. Alors, ce qu'il va y avoir dans l'enveloppe au plan européen, donc comment seront organisés les arbitrages, comment donc on va faire, nous les Français, pour éviter que pour la PAC, nous perdions trop de plumes, et que pour les fonds structurels, nous conservions des fonds qui nous permettent, aux élus que nous sommes, de trouver des accompagnements budgétaires pour les projets qui apparaissent, les projets porteurs sur les territoires. Donc à la fois, qu'est-ce qu'il va y avoir comme arbitrage au plan de l'ensemble de l'Europe? Ensuite, puisque c'est à la fois ascendant et descendant le système, ça le restera. Ensuite, savoir qu'est-ce que la France va mettre comme étant ses priorités, et ensuite, qu'est-ce que nos régions, et je me réjouis que vous ayez proposé que ça soit vraiment très pragmatique, cette rencontre, et que donc, avec la conseillère régionale, il y ait les services de la région, puisqu'ils ont beaucoup de mérite, ce sont eux qui, autorité de gestion, essaient de regarder à chaque fois la recevabilité des projets par rapport au fonds. Ça me permet de dire un mot, parce que peut-être que dans cette salle, tout le monde ne connaît pas trop le fonctionnement des fonds. En fait, pour la Bourgogne-Franche-Comté, il y a une enveloppe 2014-2020 de 816 millions d'euros. Vous avez les mêmes chiffres? Évidemment. 1,5 milliard sur l'ensemble. Les deux. 1,4 milliard exactement. Oui, Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Moi je disais Bourgogne. Oui, je disais Bourgogne parce que justement, au moment où la France a décidé de redessiner les périmètres de ces régions, il y avait déjà eu de longues semaines de définition de quelles étaient les priorités pour chaque région française à travers
comme elle dit, elle utilise plus le jargon que moi, les PO, c'est-à-dire les programmes opérationnels. Alors, en clair et en couleur, ça signifie que enveloppe européenne, 400, si j'enlève les fonds de cohésion, 460 milliards d'euros pour les 28 États membres. J'enlève les fonds de cohésion. Là, vous n'allez pas contester le chiffre, parce que c'est très compliqué. Non, non, je vous taquine. Je vous taquine. Donc ça, c'est l'enveloppe qui va, je le redis, être rediscutée. Nous, au Parlement européen, on a trouvé une majorité, pas seulement les Français, pour dire qu'on souhaite conserver les fonds structurels, parce que c'est le visage de l'Europe sur les territoires, même si ça n'apparaît pas vraiment, toujours clairement, notamment dans notre pays. Vous allez au Portugal, vous allez en Pologne, partout il est indiqué que ça a été financé avec du FEDER, avec etc., du FEADER, voilà. Chez nous, quand le préfet conclut ses inaugurations, il dit il y a eu un peu de FEDER sur la chaufferie à bois, mais sans doute on n'en aura plus l'année prochaine. En plus, non seulement il parle sans expliquer, pas votre préfet bien sûr, mais il n'explique pas que le FEDER ça veut dire de l'argent européen, parfois très très haut, parce que ça peut aller à 50-60% du projet, ça dépend, on va rentrer dans les détails et vous m'y aiderez, ça dépend de la nature du projet. Mais le pire, c'est quand il dit, de toute façon, peut-être l'année prochaine, il n'y en a plus. C'est vraiment, ça donne une espèce de marque anti-européenne absolue et épouvantable. Alors, moi, j'arrive pas à être partout, Arnaud Dangean non plus, et puis les autres ne sont pas très présents. Donc, c'est très difficile d'éventuellement dire « eh oh, ça veut dire… » Bon, donc l'enveloppe générale, nous on se bat pour garder une très grosse enveloppe sur les territoires. Ensuite, pour peut-être travailler à une meilleure flexibilité qui existe déjà dans les fonds, mais qui est souvent pas connue des porteurs de projets, même une fongibilité entre les lignes. Quand une ligne est épuisée, il est tout à fait possible, selon les règlements communautaires, de faire basculer un projet sur une autre ligne et donc de siphonner éventuellement une ligne où il n'y a pas eu de projet, mais vous pouvez récupérer donc en orientant votre projet pour être sous le focus du règlement. Ça, c'est avec les services de la région qu'en général on arrive à le faire. Donc ça, c'est sur l'enveloppe générale. Donc plus de simplification, plus de marquage de la plus-value européenne et donc conserver l'enveloppe. Après, au niveau français, il y a nos définitions et ensuite au niveau des régions. Alors, juste, elle parle de programme opérationnel. Moi, je dis 816 millions. Elle dit 1,4 milliard parce qu'elle a fusionné les deux régions, Franche-Comté-Bourgogne. C'est la réalité administrative de notre pays. Simplement, lorsque les programmes opérationnels ont été définis, c'était tellement long que quand on a changé les formes de nos régions, personne n'a voulu remettre sur le métier la définition de qu'est-ce qui rassemblait ces 8 départements ici. Donc on est resté sur les vieux schémas. Ce qui fait que pour la Bourgogne, c'est 816. Voilà. Plus le reste pour la Franche-Comté. Mais que c'est l'autorité régionale qui gère. Vous suivez toujours? Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme outils? Alors les outils, donc c'est évidemment le Fonds européen de développement régional, c'est celui qui vous concerne le plus sur des projets locaux qui doivent rentrer dans le programme opérationnel. Petite incidence ici, ça signifie que par exemple, un dossier, un projet va être financé ici, mais ne sera pas financé en Alsace, le même projet. Parce que le programme opérationnel n'est pas centré de la même façon. Ce qui fait qu'on dit « oh bah oui, on ne comprend rien en Europe », alors que c'est plutôt une qualité qui est donnée au plan de l'argent européen qui peut venir de Poméranie ou de je ne sais où, et qui va se retrouver dans un dossier ici, mais où l'Europe dit « laissons les territoires
définir leurs priorités. Et une fois qu'ils ont été définis, ben, ils sont normalement définis pour la mandature. Donc il faut entrer, et parfois il faut un chausse-pied pour essayer d'entrer votre projet dans le programme opérationnel tel qu'il a été défini au moment où ça a été acté et voté par la région en question. Donc vous comprenez bien que parfois un même projet va être rejeté ou va être accepté dans une région. Par souplesse de l'outil et pas par une espèce de carcan européen. C'est parce que chaque territoire a défini. Alors évidemment, ensuite, ça dépend des majorités qui décident de choisir quelles sont leurs priorités. Moi, je suis de Lorraine, et donc en Lorraine, dans le PO de la Lorraine, ils ont mis, par exemple, une priorité absolue sur les eaux d'Exor, qui coûtent 500 millions. C'est les eaux souterraines dans les mines désaffectées. Donc ils sont complètement ennoyés par les eaux d'Exor. Vous voyez, ça vous dit rien, vous ne connaissez que le Chablis. Donc c'est pour vous dire, moi je trouvais contestable de mettre vraiment l'axe très important là-dessus. Mais c'est un choix qui a été adopté et voté. Alors ensuite, à côté du FEDER, qui est encore, je le redis, votre outil principal, le Fonds social européen, qui a une partie, alors ça c'est compliqué je pense pour vos services à expliquer, il y a une partie pour donc accompagner l'insertion, accompagner la lutte contre l'illettrisme, créer une école de la deuxième chance pour des jeunes qui sont décrocheurs, créer des postes même, hein, on peut même créer des postes dans le cadre du FSE, pour donc cette partie qui est régionale, et puis une autre partie qui est plus sur lutte contre le chômage, qui est nationale. Donc le FSE en plus, il est divisé. Moi je trouve que ça complexifie encore un peu plus, mais avec entre les autorités de gestion. Ça complique encore un peu davantage les systèmes, et j'en profite pour faire là aussi une incidente. On constate, et ça a peut-être été le cas en Bourgogne, parce que vous n'avez pas suffisamment utilisé vos fonds jusqu'à présent, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais c'est 30, alors que la fin c'est 2020, donc 2020 c'est demain matin, hein, aller au temps des projets, de confection des projets, c'est quand même... et donc si vous avez usé 30% de votre enveloppe, je fais donc deux incidentes. Une première incidente, c'est que l'argent non utilisé repart dans le budget européen, pas le budget de la France. C'est normal, il repart dans la marmite générale et il va être utilisé en Bavière, etc. Quand un projet est prêt et rentre dans l'axe, crac, il est financé. Ça va pas toujours aussi vite que ce que je dis, mais c'est ça la logique. Et la deuxième incidente que je fais ici, c'est que, comme les dossiers sont complexes, quand parfois il y a deux autorités de gestion, alors évidemment, les gens s'épuisent. Et parfois même, il doit y en avoir dans cette salle, ils se disent, c'est tellement compliqué que je ne vais pas monter un dossier. Alors j'en profite pour faire une troisième incidente ici, c'est pour le FSE, mais c'est pareil pour le FEDER, c'est que les services de la région, vous avez une conseillère régionale, donc c'est important, hein, on ne les voit pas toujours. Vous en aviez deux? On en a, oui. C'est bon. Des anciens collègues? Je vous taquine. C'est que, en fait, la région, elle a dans son enveloppe, donc de son 1,4 milliard, puisqu'on va la prendre dans sa forme d'aujourd'hui, elle a des possibilités d'aider et d'accompagner dans l'ingénierie des dossiers. Ça veut dire que ceux qui se désespèrent avant d'imaginer de déposer un dossier pour voir s'il est recevable, vous sachez que la région, elle a dans sa musette de compétences l'obligation, je peux dire l'obligation d'aider les porteurs de projets? L'obligation d'aider les porteurs de projets. Donc votre premier interlocuteur, c'est la région. Et alors moi je le fais aussi à mon petit niveau. Les gens me disent, ben, nous on veut
on veut créer, on veut reprendre une friche industrielle, on veut créer donc une start-up, etc. À ce moment-là, je dis, vous m'envoyez un mémo d'une page et je regarde avec les PO, avec les programmes opérationnels, si ça rentre par rapport au territoire où le porteur ou le maire est. Et très vite je dis, c'est recevable ou c'est pas recevable. Et après je l'oriente sur la région. Mais déjà, comme ça, il y a une espèce de... Et on travaille avec vous, évidemment, pas vous, madame, mais les équipes, pour pas désespérer les porteurs de projets. Et après, si c'est recevable, après, il faut... Alors, je fais parfois la mouche du coche. Ça ne doit pas être le cas ici, mais dans d'autres territoires sur le Grand Est, il arrive que les régions perdent les dossiers. Pas ici, évidemment. Et donc, dans ce cas-là, c'est la pote de Nevers, si on peut dire, parce que je dis, ah bon, vous avez perdu le dossier. Parce qu'ils n'aiment pas du tout les députés européens dans leurs affaires. Ils détestent ça. Pas madame, la conseillère régionale. Par exemple, quand je vais au comité de suivi des fonds, ils n'aiment pas du tout. Mais pas du tout. Et parce qu'ils parlent d'ailleurs un langage que personne ne comprend. Personne ne comprend. Vous y allez au comité de suivi? C'est redoutable. Et donc, vous pouvez faire... c'est parfois redoutable. Mais pas ici. Pas ici. Pas ici. Mais je viens, il y en a une le 5 juin, je crois, mais à Dole. C'est à Dole. Oui. Non, mais c'est pour leur dire, n'ayez pas peur d'essayer de voir si le projet dans votre commune ou avec votre interco est recevable. Une fois qu'il est recevable, ils aident, ils disent il faut tel dossier, etc. Alors, c'est encore plus compliqué pour le FSE, parce que le FSE est en 2 morceaux, voilà. Et enfin, il y a le troisième grand outil, le troisième dossier, qui est le FEADER, donc qui touche au développement rural. Alors moi j'ai les chiffres, j'espère qu'on a les mêmes, mais moi je les ai toujours bourguignons. Hein. Le FEADER c'est 539 millions d'euros, c'est bon. Le FSE c'est 53 millions d'euros pour la partie, oui à peu près, mais c'est pas mal, et 40 millions, elles sont d'accord? Enfin bon, ça se trouve pas sous le pied d'un cheval, et c'est des sommes qui sont très, très importantes, hein. Oui, sur 7 ans. Et pour le FEDER, c'est 183 millions d'euros sur les territoires donc des 4 départements bourguignons, ça encore. Donc, et à l'intérieur, je crois que Dominique en a parlé, ou je ne sais plus, il y a ces dispositifs qui sont aussi un peu menacés, et ça c'est notre boulot, que sont les GAL, donc les groupements d'action locale, et qui permettent une créativité sur les territoires qui sont un outil absolument génial. Ça permet à une petite interco qui est assez éloignée de tout, de faire sur mesure, de monter sur mesure un projet. Moi j'ai travaillé avec le GAL de Lotz et comment ça s'appelle, je ne sais plus, c'est juste à la limite entre l'Aube et Lyon, Pays d'Hôte, et qui, je prends cet exemple parce qu'il n'est pas très éloigné. Ça, cet instrument-là, il faut absolument le conserver, et il faudra qu'on se batte pour le conserver, puisque quand je vous dis que c'est menacé et que c'est difficile, c'est parce qu'il y a certains États membres qui estiment que c'est inutile de mettre de l'argent sous une forme très importante sur les territoires et qu'il faudrait pour eux que l'Europe mette la gomme sur tout ce qui est innovation, tout ce qui est recherche, tout ce qui est grande politique européenne, ce sur quoi moi je suis aussi d'accord, mais je veux garder les deux le plus possible et je veux qu'on sabre le moins possible ce qui répond à des besoins sur le territoire, parce que, à mes yeux, c'est une façon de voir l'Europe sur les territoires. Tout à l'heure, j'étais au lycée Vauban, et en sortant, parce qu'ils sont ambassadeurs du Parlement européen d'ailleurs, et en sortant, il y avait une plaque expliquant qu'ils sont
dans le réseau des établissements ambassadeurs de l'Europe. Et c'est très important, c'est une façon de lutter contre cet euroscepticisme galopant qui est comme une gangrène, parce que l'Europe est insuffisamment expliquée aussi. Vous avez parlé de 2 députés, nous sommes 74 pour toute la France, 74 pour 66 millions d'habitants. Là où, monsieur le député, vous êtes encore aujourd'hui 577 pour la même démographie. Donc, et en même temps, nous travaillons à Bruxelles, nous siégeons à Strasbourg, et il faut être dans les 18 départements. C'est une équation très difficile pour pouvoir expliquer l'Europe. Ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle pourrait faire, écouter les citoyens, puisque en fait, tous les challenges, tous les défis qui se présentent à nous sont des défis qui dépassent le périmètre de nos États. On le voit tous les jours, vous le lisez dans la presse, vous le voyez dans les médias, tous les défis auxquels nous sommes confrontés dépassent les frontières d'un seul État membre. Et donc à 500 millions de citoyens que nous sommes, même si nos amis britanniques nous quittent, on restera encore, grosso modo, un peu moins d'1,5 milliard de citoyens. Nous avons l'échelle d'un petit continent. Et à l'échelle de la planète, ça n'est pas négligeable pour parler de défense, pour parler d'intégration économique, pour parler de territoire, pour parler de santé. Aujourd'hui, avec les jeunes, tout à l'heure, j'ai parlé de la bonne décision qui a été prise. Peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde ici, mais comme ça, vous pourrez apporter votre point de vue. Aujourd'hui, on a pris une décision qui n'est... Enfin, une décision a été prise qui n'est pas anecdotique, qui est celle d'interdire 3 néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. Je vois que le député se demande de quoi je parle. Je vois, je vous observe, je vous vois très bien, la salle n'est pas noire. Les néonicotinoïdes. Oui, c'est ça le mot. Après, vous voulez le détail des pesticides, je vais les avoir. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est une décision d'aujourd'hui, mais qui donne aussi la dimension de la nécessité de jouer collectif. Nécessité en termes de sécurité, peut-être en termes de défense et d'économie, mais nécessité aussi en termes de protection des citoyens. La disparition des abeilles fait disparaître la biodiversité et à moyen terme, pas à court, mais pas à long non plus, à moyen terme, ça entraîne la disparition progressive peut-être des humains. Alors pas de nos enfants ni de nos petits-enfants, mais des petits-enfants de nos petits-enfants. Donc c'est une question, et cette question elle a été traitée ce matin avec un vote au Conseil. Évidemment, il n'y a pas de frontière, en l'occurrence ici, il n'y a pas de frontière, donc il faut jouer collectif. Et heureusement il y a une majorité d'États qui a adopté le principe. C'est un petit exemple, ça nous éloigne pas vraiment en fait des outils. Donc votre enveloppe avant fusion, mais avec une gestion globale, c'est une enveloppe très importante, avec ensuite donc les programmes opérationnels qui ciblent sur les choix qui ont été faits par la région et dont vous allez peut-être donner un certain nombre de détails. Sur le FSE, c'est classique, mais sur le FEDER, je pense que c'est très important, sur le FEDER, et peut-être aussi sur le FEADER. Après, il y a un 4e outil qui ne nous concerne pas dans notre est de la France, qui est le fonds pour la pêche. À part la pêche aux voies éventuellement, mais pas la protection maritime ou de pêcheurs dans l'éternel. Et donc c'est un outil qui est moins important pour ici. Mais je le redis, donc l'inquiétude par rapport aux arbitrages sur où est-ce qu'on met le curseur dans la prochaine génération des fonds pour donc défendre les territoires, simplification de ces fonds et donc orientation, parce qu'il y a aussi une tendance, je pense que c'est important et je conclurai quasiment par cela avant de répondre aux questions. Il faudrait que vous vous éclairiez avec les choix. Il y a aussi une tendance aussi qui est assez importante,
qui consiste à dire qu'il faudrait concentrer davantage les fonds sur les grands pôles urbains. Moi, j'y suis pas favorable, pas parce que je suis devant vous, mais parce que je pense qu'il est très important, au contraire, d'essayer de les concentrer sur l'immatériel, sur les réseaux, sur la façon dont on se rejoint entre communes et entre intercos, et qu'il ne faut peut-être pas aller de front contre cette propension pour certains qui consiste à dire « mettons là où sont les gens ». En fait, les gens, ils sont partout. Et donc, il faut reconnaître que ceux qui appartiennent à la ruralité doivent être aidés dans l'organisation des réseaux vers les pôles urbains, en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures matérielles, mais aussi évidemment immatérielles. Ça peut être financé, et il y a des exemples de financement de réseaux haut débit, en lien, je pense, avec les départements. Voilà le schéma, voilà les perspectives sur lesquelles donc, on est en train de se battre, en même temps qu'il faut se battre aussi sur l'enveloppe de la politique agricole commune. Voilà. Merci. Madame la députée, Madame la sénatrice, ravie de te revoir, Dominique, parce que j'appréciais ta compagnie au Conseil régional et tes questions pertinentes à l'Assemblée plénière régulièrement, donc ravie de te retrouver. Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci pour cet accueil, Mesdames, Messieurs les élus. Je trouve que c'est très agréable d'être entouré majoritairement de femmes sur le podium. Ça change, parce que certains territoires, excusez-moi, mais ça fait plaisir de voir des femmes en responsabilité. C'est mon côté féministe. Voilà, exactement. Et ça fait du bien, parce que dans tous les territoires, c'est pas forcément le cas. Et je tiens à saluer aussi une autre Dominique, qui est chef de service national, qui est en charge des fonds européens chez nous au Conseil régional. Et puis bien sûr, Émilie qui est avec nous et qui est effectivement, voilà, et qui vont nous faire une présentation de façon très technique et très poussée sur justement le financement des fonds européens. Que vous dire, à part déjà remercier votre intervention, parce que très piquante, mais taquinante, mais c'est très drôle, mais j'adore, parce que finalement, on partage énormément de choses. Déjà, la première chose qu'on partage, c'est que nous sommes des Européens convaincus. Et effectivement, cet euroscepticisme grandissant sur nos territoires auprès de nos concitoyens est très, très inquiétant, parce qu'on a l'impression finalement de ne pas comprendre quels sont véritablement les enjeux à venir, ne serait-ce que pour nos territoires, parce que l'Europe est un réel levier vraiment pour aménager au mieux nos territoires et pour justement venir en aide à nos concitoyens concrètement, d'un point de vue économique, du point de vue aussi social et sociétal. Donc c'est très pertinent. Donc pour moi, je suis ravie d'être entre convaincus d'une certaine manière, puisqu'on est tous plus ou moins européens convaincus, même si on a des doutes sur la faisabilité, sur la façon dont on opère. Et on a aussi des critiques, mais on n'est pas là pour chercher un bouc émissaire, évidemment, parce que l'idéal, c'est de trouver des solutions et de pallier aux problématiques à la fois administratives, c'est-à-dire la complexité, la bureaucratie. Tout le monde nous dit qu'il y a des technocrates qui ne comprennent rien en réalité de terrain. C'est vrai que nous aussi, on est confrontés à ça de façon brutale parfois, parce que je me rappelle encore des discussions qu'il y avait eu après le programme 13 de 2007-2013. On a eu même pas un an de discussion justement et de concertation sur les territoires. Enfin, on avait juste un délai d'un an seulement pour pouvoir construire un nouveau PO qui nous inscrit finalement un peu dans le marbre pour 7 ans, donc 2014-2020, ce qui n'est pas rien. Donc pour lancer des phases de concertation sur les territoires, pour aller rencontrer vraiment les acteurs que vous êtes vous et d'autres, pour aussi rédiger et acter justement le programme en soi, avec des axes bien définis, parce qu'on va vous parler de ça tout à l'heure, avec des axes FEDER, le fonds FEADER, mais il y a aussi le fonds FSE, et puis vous avez d'autres fonds, leaders, etc. On en parlera pour vous donner des éléments bien poussés. Enfin, tout ça pour vous dire que c'était pas si simple à cette époque d'avoir déjà une discussion, on va dire,
assez très terre-à-terre et très réaliste en fonction aussi des réalités de terrain. Quand on allait à Bruxelles et qu'on discutait effectivement avec le commissaire ou avec oui, on peut dire des technocrates, mais aussi les techniciens effectivement de la Commission européenne qui étaient très rigides aussi sur la façon d'opérer avec nous, parce que par exemple, un exemple très concret, entre le PO franc-comtois et le PO bourguignon, et pour les PO, vous l'avez expliqué longuement ma collègue ici à ma gauche, il y a une différence sur les axes, sur le nombre d'axes par exemple, qui ont été permis par notre homologue à Bruxelles, qui étaient de 3 axes possibles par exemple, c'était des sous-axes, c'est des champs d'action en fait. Ils nous ont donné la permission d'intervenir seulement sur 3 axes possibles, sur des domaines particuliers, et d'ailleurs Dominique pourra vous en parler longuement. Et puis, en Franche-Comté, sur la même thématique et le même axe, le champ d'intervention, ils en avaient le droit à 5. Donc eux, 5 axes, 5 actions possibles, donc possibilité plus grande finalement pour des porteurs de projets de rentrer dans les cases, entre guillemets. Sauf que nous, en Bourgogne, on n'avait que ces 3 axes seulement, et qui limitent effectivement, finalement, la diffusion et des crédits sur le territoire et le portage de projets portés par vous-même. Donc ça, c'était quand même un frein, donc ça dépendait de la personne qu'on avait en face de nous à Bruxelles. Il y en avait qui étaient beaucoup plus rigides que d'autres. Il y a aussi une réglementation qu'il ne faut pas nier, et vous l'avez rappelé, c'est important aussi de se dire que la rigidité, elle est un peu, je dirais, à la fois à l'échelle européenne, à l'échelle aussi nationale, parce que d'un pays à un autre, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et puis, bien sûr, on a aussi des contraintes qui nous viennent de Bruxelles aussi en termes de contrôle, avec des pourcentages très serrés sur des erreurs qu'on peut commettre. Par exemple, si on commet une erreur sur un dossier en particulier, on peut payer des pénalités. Et ceux qui payent, c'est les contribuables, c'est votre argent public. Donc à un moment donné, les pénalités, il faut les prendre en compte. Donc la prise de risque est énorme et il n'y a pas de cadeau possible. C'est aussi ces choses-là qu'il faut souligner avant même de discuter effectivement de l'accès à ces fonds européens, parce que si on ne prend pas conscience effectivement de cette antériorité, de cette discussion et de ce dialogue avec Bruxelles, on ne peut pas comprendre effectivement ce qui se passe aujourd'hui en termes de consommation de crédit. Les 30% que vous avez cité, que je vous ai donné comme chiffre sur le taux de consommation des crédits, s'explique aussi par plusieurs choses. Quand on est dans une discussion d'un an seulement pour la création d'un nouveau PO, il faut aussi après discuter avec les protagonistes que vous êtes des prescripteurs, vous êtes aussi des porteurs justement de la voix, de l'image européenne auprès de vos concitoyens. Donc quand nous, on vous dit par exemple, on va vous attribuer tant de fonds européens, vous allez bien sûr, je l'espère, couper le ruban, citer l'Europe. Vous êtes aussi des prescripteurs, et souvent, je suis désolée de le dire, on est entre élus, c'est pas ce qui se passe sur les territoires, on a tendance plutôt à dire que c'est c'est nous qui avons fait, et donc on cite pas forcément l'Europe. Et c'est dommageable à la fois pour les élus que nous sommes, parce qu'il y a des élus européens qui font un travail immense pour justement dégager des crédits et pour se battre sur nos territoires, et puis vous avez voilà, l'esprit européen qui est biaisé, mis de côté, parce que le concitoyen ne comprend pas finalement ce que fait l'Europe, puisqu'il ne le voit pas officiellement. Et donc pour parler concrètement de ce genre de choses, quand nous on a 30% de taux de consommation sur ces crédits, c'est aussi parce que après avoir validé le PO et après la discussion, et quand les choses s'enclenchent, on était dans un contexte de fusion des régions. Donc il faut aussi comprendre que c'était pas facile pour nous, ça ne l'est toujours pas, parce qu'il faut fusionner effectivement des méthodologies qui sont complètement différentes, des méthodes de travail complètement différentes, et puis essayer d'avoir une cohérence commune avec un projet commun. Et ça, c'est pas simple. Ensuite, il faut aller sur le territoire pour essayer de discuter avec les futurs porteurs de projets pour leur expliquer le nouveau programme. Donc il y a aussi un phasage de compréhension, d'appropriation du projet, du nouveau PO, et de leur dire, voilà, on essaye de vulgariser le PO au mieux pour que les gens comprennent les enjeux et comment les porteurs de projets peuvent se positionner. Et ce timing-là n'a pas été forcément calculé avec justement les discussions qu'on peut avoir avec les acteurs de Bruxelles. Et quand on a des délais très courts pour faire valider les projets avec des indicateurs, que ce soit financiers ou des indicateurs en termes d'objectifs à atteindre,
chaque année, c'est pas simple. On a justement cette peur redoutable de pouvoir redonner des crédits à l'Europe, ce qui n'est pas du tout notre intérêt à nous, régions, comme vous, votre intérêt à vous en tant que maire de commune ou acteur voilà, sur vos territoires. Donc nous, notre enjeu, c'est au contraire d'aller sur les territoires, et c'est mon rôle à moi en tant qu'élu. Je suis donc rattachée à Patrick Caillache, qui est vice-président en charge de ces questions-là, notamment. On a travaillé sur un tout nouveau projet qui s'appelle la Fabrique à Projet. L'idée, c'est de... Je suis un peu la VRP de la région sur ces questions. L'idée, c'est d'aller au contact, justement, des protagonistes que vous êtes, vous, tous ceux qui sont susceptibles de faire appel à des fonds européens, de pouvoir les aider, les accompagner au mieux, mais aussi de leur donner l'information. Et la vraie information, c'est-à-dire la plus cohérente et la plus sincère possible, sans forcément connoter, enfin moi je ne suis pas là pour faire la politique politicienne, je suis vraiment là pour vous donner des outils et vous permettre justement de les utiliser au mieux pour, encore une fois, vos projets sur vos territoires. Et il y a des moyens. Et d'ailleurs, on va vous citer des exemples très concrets qui ont été, voilà, qui ont été élaborés ici sur votre territoire, que ce soit à Joigny, que ce soit ici. Enfin, il y a eu pas mal de développement en termes de projets, que ce soit sur les questions de logement, de réhabilitation de logement, que ce soit sur du développement économique, avec des aides aux entreprises, avec le développement justement de certaines filières, sur l'agriculture, enfin tous ces domaines-là, clairement, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, Dominique, 13 millions qui ont été injectés ici sur ce territoire en termes de projets de développement, et elle va nous expliquer. C'est 13 millions déjà qui ont été déjà donnés sur ce territoire, mais nous-mêmes, on ne le sait pas forcément, parce qu'on n'est pas forcément visible, vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se fait sur vos territoires respectifs, donc c'est important qu'on vous communique ce qui se fait concrètement avec les agents de la région, mais pas que, parce que on travaille en étroite collaboration avec les différentes autorités de gestion, mais aussi avec, bien sûr, vous, les opérateurs locaux. Et bien sûr, le département, quand on a du cofinancement, parce que ça, c'est la base, je dirais, de tout projet. Si vous n'avez pas de cofinancement, vous ne pouvez pas forcément atteindre vos objectifs, parce que vous savez très bien que sur du FEDER, c'est du remboursement. Donc vous êtes obligé d'avancer vous-même les dépenses, puis après, le FEDER vient rembourser. Donc c'est aussi très technique ce que je vous dis, mais c'est important de prendre conscience de tous ces éléments, et c'est pour ça qu'en fait les 30% s'expliquent aussi pour ces raisons-là, parce qu'il y a tellement de complexité, mais ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, bien au contraire, des projets, des exemples concrets existent, et on est là aussi pour vous expliquer, mais il y a un cheminement à avoir. Et il y a un accompagnement justement, et j'ai bien apprécié votre propos introductif quand vous aviez dit que c'est pas qu'une question de financement, c'est aussi une question d'ingénierie, c'est une question d'accompagnement. Et la Fabrique à Projet vient aussi en appui là-dessus, parce qu'on a plus de 88 agents déjà juste sur cette direction, c'est pas rien, 88 agents qui travaillent sur la grande région pour aider au mieux les territoires à développer justement ces projets-là. Mais on n'a pas que ça, on a aussi les directions opérationnelles, et on vient souvent en cofinancement sur les crédits propres régionaux, en cofinancement de projet avec justement les fonds européens. Et là, par exemple, je sors d'un comité de programmation à Beaune, pour ceux qui connaissent le territoire de Beaune, où on a validé effectivement voilà, des enveloppes financières qui étaient de l'ordre de 80% de financement par la région et par le fonds FEDER, les fonds FEDER. Et les deux, ça faisait 80% de la somme totale. Donc, comme quoi c'est possible en fait. On peut vraiment projeter, en termes de financement, vous pouvez trouver des moyens justement déjà à la région sur les fonds sectoriels, mais aussi sur les fonds européens, et notamment le FEDER, qui est vraiment un levier énorme sur la question du développement économique, sur la recherche, sur plein de choses, sur l'habitat. Enfin, vous avez des axes qui sont très très élaborés. Et si vous avez vraiment, encore une fois, des questions à poser, ne serait-ce pour être accompagné sur n'importe quel projet, on peut vous accompagner en ce sens. Nos équipes, elles sont là, vous les voyez peut-être pas, j'entends des propos en disant que les conseillers régionaux sont pas là, mais peu importe, c'est pas les conseillers régionaux qui vont vous aider à monter le dossier, c'est vraiment les techniciens, et c'est ce qui importe pour moi, c'est vraiment les agents qui sont au contact des maires, des porteurs de projets sur le territoire, et c'est ce qui importe le plus. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on opère. D'ailleurs, moi j'étais avec Franck tout à l'heure, qui est un des agents de la région sur l'aménagement du territoire, qui me disait, moi je suis référent sur ce territoire, au CERF, c'est chez moi. Il disait ça comme ça, mais parce qu'il adore ce territoire qui est dynamique et qui propose des projets.
Et voilà, vous avez des agents qui sont réellement là pour vous accompagner. Il suffit de connaître la porte d'entrée, il suffit aussi effectivement d'être bien accompagné et bien être informé. Et ça, c'est notre travail à nous. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Mais de là à jeter la pierre sur Bruxelles ou sur la région, je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent. L'objectif, c'est de consommer ces crédits et de ne pas les rendre, parce que c'est le risque. Déjà, on arrive à la moitié du contrat, 2014-2020, et on a déjà des indicateurs financiers, des indicateurs d'objectifs qui ne sont pas très satisfaisants, effectivement. Et on est en pleine discussion avec Bruxelles sur la construction du nouveau PO pour après, post-2020, et on se pose réellement des questions sur la suite. Parce que voilà, on se dit, déjà les territoires n'arrivent pas à consommer les enveloppes actuelles. Alors comment on va faire pour les maintenir surtout? Parce qu'on sait que c'est des vrais effets de levier sur des projets, notamment moi il y a un projet par exemple, un très très beau projet qui a été conçu dans un des territoires en Saône-et-Loire, c'était en direction des personnes vieillissantes qui avaient de moins en moins qui étaient de moins en moins dépendantes, qui étaient de plus en plus dépendantes, pardon, et qui avaient besoin justement d'être relogés, de sortir de leur maison et d'être relogés dans un logement accessible et qui puisse être à proximité des services publics, c'est-à-dire sur votre commune, en centre-bourg notamment, dans les villages. Et donc on a monté ce projet avec la SEMCODA, c'est un bailleur, et qui justement a proposé un projet très très intéressant sur la mixité locative, permettant à ces personnes âgées d'être logées à proximité des services publics, qui est financé par des fonds fédéraux, mais aussi couplé par des cofinancements, le département, la région, et bien sûr les agglos, ça dépendait qui soutenait ce projet, mais l'agglo pour le coup n'a pas soutenu, mais pour le coup, ils ont réussi à obtenir plus de 70% des crédits publics pour pouvoir justement mener à bien ce projet, qui est une réussite en soi, et c'est plus de 50 logements, donc c'est pas rien. Donc voilà, vous avez des choses entre vos mains, vous avez des outils qui vont vous être présentés concrètement. Moi, je vous demande qu'une chose, c'est de pouvoir les saisir, faites-le quand vous pouvez. En tout cas, voilà, si vous avez des projets qui sont en cours et que vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi à nous interpeller. On est là aussi pour en discuter. C'est simplement le message que je voulais transmettre. On fait la présentation. Oui, bien sûr. Et puis après, on fait la présentation, puis après, on aura les questions-réponses, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de questions déjà qui pointent. Oui, juste sur les indicateurs dont a parlé Madame la conseillère régionale, effectivement, il y a tout le temps des comparaisons entre les différents États, parce qu'il y a des États qui réussissent à monter bien plus haut que 30%. Je veux quand même le dire au passage. Donc ça veut dire que nous, on a une lourdeur peut-être naturelle. Je veux bien remettre l'église au milieu du village. Il y a des États qui consomment très très bien et très vite. Et donc sur les contrôles tatillons, c'est que, on a encore vu passer ça à la dernière plénière, en mars, au moment où on vote la décharge du budget. On vote la décharge sur les fonds structurels et tous les études d'indicateurs et d'erreurs. Et dans ce cas-là, le Parlement peut rejeter la décharge et mettre par terre tout le financement. Car il ne doit pas y avoir d'erreur. C'est de l'argent public. C'est ça l'idée. Ils sont un peu casse-pieds dans les contrôles, même un peu beaucoup, mais parce que on doit obtenir la décharge. C'est ça l'idée, et je ne dirais pas ça aux Galeries Lafayette, mais devant des élus, c'est important que vous le compreniez. Et donc, je redis, les autres États membres réussissent à monter le curseur beaucoup plus haut que 30%. Et juste encore, vous avez bien expliqué, s'ils ont un dossier, parce que là vous dites, on va vers vous et on vous accompagne, mais si eux ont un dossier, à qui ils s'adressent nominalement? On a des comités. À qui est-ce qu'ils... à qui? Sur un axe spécifique qui peut vous concerner, c'est l'axe 5, justement, j'en sors du comité de programmation, justement, de Beaune. Vous en avez un ici sur votre territoire, et il y en a un dans toutes les agglos, normalement. Ici, on est tout le département. Oui, Tout le département est représenté. mais en fait, c'est par bassin, justement, ouais, donc par agglo et par, justement, par bassin de vie, vous avez des comités. Vous avez normalement des comités de programmation
Et c'est là où c'est sur l'axe 5 qui est principalement axé là-dessus. C'est pas sur l'axe, c'est pas l'axe 1 du FEDER par exemple. L'axe 5, c'est sur, on va vous les donner les éléments, c'est notamment sur l'habitat, la question énergétique, avec la réhabilitation par exemple énergétique de certains logements. Vous avez aussi, ça c'est l'axe 1.0, c'est 5.1, voilà. 5.2, vous avez la réduction, il me semble, de... Non, il me semble. Bah, vous les donnez exactement. Et en fait, vous avez 4 axes. Mais grosso modo, vous avez par exemple tout ce qui est pistes cyclables, tout ce qui est environnement, tout ce qui est axé aussi sur l'aménagement d'un territoire, vraiment dédié sur l'habitat, sur les friches aussi, industrielles, la transformation des friches industrielles, vous avez aussi cet axe-là qui est dédié. Enfin, tous ces éléments, voilà, exactement. C'est le développement urbain. Ouais, mais pas... Oui, mais pas que, parce que... Pas que... Est-ce que vous voyez derrière tout? Comment ils n'ont pas vraiment vu, non? Il faut appeler là-bas, parce qu'on a eu quel projet, quand il était, autrement dit, ça donne l'impression. Dominique, je vous laisse... On y va. Donc, on va vous présenter ce soir deux voies les possibilités de financement offertes par les programmes européens sur le territoire de Lyon, sur la Bourgogne. Donc, je vais passer assez rapidement parce qu'il y a un grand nombre d'éléments qui ont déjà été présentés en propos liminaire. Donc, la stratégie Europe 2020 qui a été décidée par la Commission, enfin par l'Europe en fait. Pardon. Merci. Donc pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Donc une croissance intelligente en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation notamment. Une croissance durable en donnant priorité à une économie à faible émission de carbone et à une industrie compétitive. Et enfin une croissance inclusive qui mette l'accent clairement sur l'emploi et la réduction de la pauvreté. Voilà, ça c'est le grand objectif qui a guidé la construction des programmes. Et tous les programmes européens ont été bâtis sur cette stratégie Europe 2020. Donc, pour mettre en œuvre cette stratégie, la Commission s'appuie sur deux types d'outils. Les premiers, dont on ne parlera pas ce soir, mais pour lesquels la région peut également vous apporter un appui, ce sont les programmes dits sectoriels, qui sont des programmes en gestion directe de la Commission européenne. On a par exemple sur l'environnement le programme LIFE, le programme Erasmus que vous connaissez certainement pour les jeunes, le programme Europe créative pour toutes les, voilà, tout ce qui va toucher la culture, etc. Donc là-dessus, on a un bureau, donc la région a un bureau à Bruxelles qui peut apporter son appui pour des candidatures de porteurs de projets à ces types de programmes. Et enfin, deuxième type d'outils, les fonds structurels et d'investissement dont on va vous parler ce soir. Le Fonds européen de développement régional, donc le FEDER, le Fonds social européen, le FSE, le Fonds de cohésion, qui ne concerne pas la France, le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural, et le FEAMP, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, dont on ne parlera pas non plus ce soir en détail, puisqu'on va se concentrer sur ce qui vous concerne le plus particulièrement. Voilà, donc la région Bourgogne-Franche-Comté est autorité de gestion de 5 programmes. Donc le programme, donc, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, les programmes vont continuer de vivre leur vie chacun de leur côté, Bourgogne et Franche-Comté, jusqu'à la clôture de cette génération de programmes. Donc on a 5 programmes actuellement en gestion directe par la région. Le PO, donc programme opérationnel FEDER FSE IEJ Bourgogne, pour 223 millions d'euros. En Franche-Comté, 184 millions d'euros. Également, une petite particularité qui nous vient de l'ex-Franche-Comté, le programme de coopération territoriale européenne Interreg France-Suisse, qui est un programme qui donc lie ces deux pays. Le programme de développement rural FEADER Bourgogne, 553 millions d'euros, et son pendant en Franche-Comté, 444 millions d'euros. J'en profite pour vous dire qu'on vous transmettra également la présentation, donc comme ça, je passe assez vite sur ces pour qu'on puisse rentrer dans le concret, mais vous aurez tous les éléments par la suite. Voilà, donc ici c'est une autre présentation qui est découpée par fond et qui vous montre un peu
L'enveloppe globale, donc là on est sur des chiffres qui sont consolidés Bourgogne-Franche-Comté et qui vous montrent un peu dans quelle grande thématique ces fonds interviennent. Donc le FEDER, ce sera détaillé ensuite par Dominique, mais va se concentrer sur la recherche et l'innovation, sur la transition énergétique, les énergies renouvelables, la réduction des gaz à effet de serre, sur le numérique, sur le développement urbain et un peu l'aménagement du territoire avec le massif du Jura, mais qui concerne donc pas la Bourgogne. Le Fonds social européen pour 70,6 millions d'euros, qui là, on l'a dit aussi tout à l'heure, est géré d'une façon partagée, on va dire, entre l'État qui conserve une partie des mesures, les départements qui ont les mesures en gestion sur toutes les mesures touchant à l'inclusion, et enfin la région qui a le volet formation. Donc le volet formation, on n'en parlera pas beaucoup ce soir. Sachez que ce sont des opérations de formation pour faire revenir les gens sur le marché de l'emploi. On s'adresse essentiellement à des demandeurs d'emploi et également à des apprentis. Et sachez que le territoire de Lyon est, comme tous les autres territoires de Bourgogne-Franche-Comté, largement couvert par le volet formation du FSE. On pourrait citer par exemple les écoles de la deuxième chance. Je suis passée tout à l'heure devant le CFPPA de la Brosse, je crois que c'est son nom, qui bénéficie également de crédits FSE pour la mise en place d'actions de formation spécifiques. Le FEADER, donc pour pratiquement 1 milliard d'euros, c'est le fonds le plus important en termes de montant. Donc il là va couvrir toutes les mesures qu'on appelle de cadrage national, qui sont des mesures agricoles essentiellement, également le soutien aux industries agroalimentaires, et également un volet dont on parlera un petit peu ce soir, le volet développement local, et notamment la sous-partie de ce développement local, qui est la sous-partie leader dont on parlait tout à l'heure avec l'EGAL. L'IEJ, enfin, qui est le petit nouveau arrivé sur le programme Bourgogne, puisque c'est une nouveauté de la fin de l'année 2017 et qui se met en œuvre dès cette année 2018. C'est l'initiative pour l'emploi des jeunes. Donc c'est une moyennement bonne nouvelle, puisque si les programmes Bourgogne ont hérité d'IEJ, c'est que le taux de chômage des jeunes est plus élevé que dans d'autres régions. Et enfin, le programme Interreg France-Suisse, 66 millions d'euros. Je passe rapidement, là on est sur aussi l'innovation, la mobilité, bien entendu, sur des problématiques transfrontalières, patrimoine naturel et culturel et l'employabilité de la main-d'œuvre. En termes de gouvernance, donc, les principaux acteurs sont l'autorité de gestion. Donc l'autorité de gestion, c'est la région pour tous les programmes que je vous ai cités. Il y a également l'État pour la partie FSE nationale. Des autorités de certification qui tamponnent toutes les dépenses remontées par les porteurs de projets et qui permettent ensuite de les déclarer à Bruxelles pour avoir nous aussi en remboursement les aides, enfin le FEDER, le FSE, le FEADER qui revient. Les autorités d'audit, donc là c'est moins drôle, hein, c'est les corps de contrôle qui contrôlent tout l'ensemble des fonds et qui ont des plans d'échantillonnage annuels pour vérifier que l'autorité de gestion et l'autorité de certification font bien leur travail. On a également deux types d'instances, le comité de suivi qui suit la stratégie du programme. Donc Madame Griesbeck vous en a pas fait un portrait tout à fait joyeux tout à l'heure, mais le comité de suivi, c'est l'instance qui suit vraiment la stratégie du programme et sa mise en œuvre. C'est là que sont prises les décisions, notamment de remaquettage, quand il faut transférer des crédits d'une thématique à l'autre. Voilà. C'est vrai que ce sont des instances un petit peu, comment dire, on suit la mise en œuvre. Donc on n'est pas complètement dans le concret dans les comités de suivi, pour autant ce sont des instances qui sont absolument nécessaires à la vie de nos programmes. Et enfin les comités de programmation, qui sont les comités au cours desquels on va sélectionner vraiment les projets qu'on retient et qu'on soutient avec des crédits européens. Voilà, donc tout à l'heure, Madame Zalbi et Dominique étaient à un comité de sélection pour l'Action 20. C'était une des premières étapes avant le comité de programmation. Donc pour 2018, on est au cœur d'une année pleine d'enjeux pour l'autorité de gestion à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'à la fin de l'année, on va devoir vérifier l'atteinte du cadre de performance, puisque les nouveaux programmes, donc la nouvelle génération de programmes 2014-2020, on est un peu passé d'une logique qu'on pourrait qualifier de moyen à une logique vraiment de résultats. Donc le pilotage des programmes se fait sur la base de résultats et on rend pour cela des comptes à la Commission européenne sur une batterie d'indicateurs qui permettent de vérifier que la mise en œuvre des programmes a porté ses fruits sur le terrain. Donc à la fin de l'année, on a un exercice de vérification que sur toutes nos mesures, on a atteint
ce moment-là. Première échéance cette année. Deuxième échéance, vous la connaissez certainement, le dégagement d'office, puisque c'est déjà quelque chose qui existait précédemment en 2007-2013. Le dégagement d'office, c'est une sorte de... Enfin, c'est une réduction de la maquette qui surtout a pour objectif que les autorités de gestion mettent en œuvre de façon dynamique leur programme et qu'on programme et que les dépenses remontent et qu'on certifie les dépenses, etc. tout au long du programme sans qu'il y ait de creux dans la consommation de crédit. Donc le dégagement d'office a été évité en fin d'année dernière, donc on n'a pas eu de dégagement en fin 2017, on avait déjà une échéance au mois de décembre 2017. L'objectif devient encore plus important cette année et également les années suivantes. Donc là, il va vraiment falloir faire tout ce qu'il faut pour faire remonter les dépenses de la part des porteurs de projets, c'est dans l'intérêt de tous. Voilà, et enfin, également troisième enjeu, poursuivre la programmation pour pouvoir éviter le dégagement d'office les années suivantes. Voilà, tout ça est un cycle, un éternel recommencement. Voilà, et ben j'ai terminé pour l'introduction générale. Je vais laisser Dominique vous présenter les mesures soutenues par le FEDER et je reprendrai pour le FEADER. Voilà. Bonjour à tous. Alors on va parler donc essentiellement du FEDER. Donc je vais essayer de vous montrer un peu les champs du possible avec le FEDER, c'est-à-dire quels sont les projets, les types de projets sur lesquels on peut aller mettre le FEDER. Donc on vous a déjà expliqué que le programme opérationnel était divisé en axes. Vous avez mis 9 axes dans le PO Bourgogne, donc 5 pour le FEDER et 2 pour le FSCMJ, dont on ne parlera pas là puisque ça ne concerne pas directement. Ensuite, les axes sont divisés en mesures. On a un certain nombre de mesures, on les appelle aussi des OS. Je vous donne un peu le terme parce que souvent on parle des OS. Et les OS, ils ont été écrits de façon à ce que ce qu'on décrive précisément les types de projets sur lesquels on peut aller, que ce soit dans la technique ou que ce soit dans la thématique. Le premier, on va commencer par l'axe 1, qui est le plus gros axe du BO Bourgogne. C'est aussi, je crois, valable sur le BO Franche-Comté. Et donc, on a deux choses dans l'axe 1, c'est pour ça qu'il est gros. On a tout ce qui concerne la partie recherche et tout ce qui concerne la partie compétitivité des entreprises, qu'on va voir dans la diapo suivante. Donc, sur la partie recherche, ça concerne des projets recherche publique et surtout des projets collaboratifs. Et c'est là aussi, c'est aussi important, peut-être dans votre rôle, de passer la parole sur le FEDER, c'est qu'en fait, là, on cherche beaucoup à avoir des projets qui rapprochent l'entreprise du laboratoire. Pourquoi on est sur cet axe-là? C'est parce que depuis longtemps, l'Union européenne nous a incité à faire une stratégie de spécialisation intelligente, qui est la démarche RIS 3, qui a été quelque chose de réalisé il y a quelques temps déjà, donc, et qui est en... Excusez-moi, c'est juste, vous avez essentiellement des maires ruraux, qui n'ont pas forcément une entreprise, encore moins une entreprise qui fait de la recherche. Donc à mon avis, il y aura beaucoup de FEADER, plus que de FEDER. Donc voilà, parce que là... Alors, je suis là, je comprends. Allez, Simplement, non, vous avez tout à fait raison. Simplement, mon propos ici, c'était de dire que sur ces dossiers-là, quand vous rencontrez des entreprises et des entreprises de territoire, c'est... Voilà, je vais vous montrer après les dossiers, parce qu'on va travailler sur l'innovation des entreprises. Et ça, la petite, l'intérêt, y compris sur la TPE et sur la PME. Et pourquoi je vous ai mis cet exemple-là? C'est simplement parce que là, on a un projet collaboratif public-privé avec 7 partenaires, 2 universités, 5 entreprises, dont 2 PME. Les PME, elles sont chez vous aussi. Et donc, participer à ces projets-là, c'est extrêmement important parce que ça les tire vers le haut. Premièrement, ils ont des financements par rapport à leur projet, et ça les tire... Si, il y en a qui sont aussi dans le monde rural, madame. C'est pour ça que je me permets de le dire. S'il vous plaît, ce serait possible de parler de votre... Merci. Voilà, donc là, on passe sur la suivante. Là, c'est l'aide aux entreprises. Je suis toujours, mais c'est quand même important. On peut aider sur la création d'entreprises, où qu'elles soient. Et il y en a aussi dans le monde rural, bien évidemment.
Voilà, on peut aider à la compétitivité des PME et TPE, c'est-à-dire qu'on va les aider sur de l'investissement matériel. Donc là, on va aider vraiment les entreprises, plus sur la R&D, puisque ça c'était dans la diapo précédente, mais surtout le passage sur un cap, ce qu'on appelle un cap de compétitivité, c'est pour aller plus loin. Une entreprise, elle doit rénover tout son appareil de production pour pouvoir aller chercher des marchés à l'international. Elle peut venir nous voir et là, on va l'aider. Une entreprise